Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse, et donc dire quelques mots du match d'hier soir. Le Real Madrid et Chelsea se quittent sur un score nul mais non vierge, un partout, et préservent tous les deux leurs chances en vue du match retour. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? La première partie, j'ai voulu l'articuler principalement autour d'une chose, c'est les éléments qu'on attendait. On a eu à plusieurs égards le match qu'on attendait, même si le prono, pas tout à fait, on imaginait 0-0, 0-1 ou 1-0 en gros, un match avec un but ou moins parce que c'était un scénario qui s'était produit sur 6 des 7 dernières rencontres des deux équipes, parce que le Real Madrid et Chelsea avaient prouvé à plusieurs égards, surtout sur la tendance récente, que leur défense était assez solide, que leur plan de jeu était assez conservateur, peut-être avec une certaine maîtrise du tempo dans l'entrejeu. Là c'est peut-être surtout le cas du Real Madrid, où la paire, le tandem Kroos-Modric avait impressionné contre Liverpool, contre l'Atalanta, a fortiori dans cette zone et a fortiori sur les rencontres jouées à domicile pour le Real Madrid. Donc voilà, ça c'était, niveau physionomie, c'était plutôt conforme à ce qu'on imaginait. En revanche, niveau prono, bon, il y a eu un but en trop, mais ça aussi peut-être qu'on peut quelque part l'imputer à un élément attendu, c'est le haut niveau de qualité individuelle de ces deux formations. Bien sûr, si le Real Madrid est capable de revenir à un partout dans une rencontre que ce Real a été assez loin de dominer, c'est en grande partie dû à la qualité de Karim Benzema, qui non seulement marque ce but, superbe enchaînement dans la surface, mais qui aussi frappe le poteau quelques minutes avant. Bon, il a été le danger numéro 1 de très loin de ce Real, et finalement peut-être que c'était un petit peu trop optimiste entre guillemets d'imaginer une partie fermée uniquement parce que les deux étaient capables de cadenasser un match. Je pense que ça c'est oublié à quel point le football se base sur la qualité individuelle, parfois avant tout. Il suffit d'un éclair de génie, d'une demi-situation pour marquer. C'est ce qu'on a vu hier, d'ailleurs niveau expected goal, je crois qu'on est sur du 0,6 à 1,6. 1,6 du côté de Chelsea, qui sont principalement centrés sur deux occasions, celle de Pulisic et celle de Werner. Mais on va y revenir, donc voilà, 0,6, 1,6. Force est de constater qu'on est sur un match à 2 buts et pas à 1 but ou moins. Enfin, le dernier élément qu'on pouvait anticiper, c'est ce Valdebebas en mode Atlantide. On aurait pu l'anticiper si on avait regardé le bulletin météo, mais aussi pour tous ceux qui ont vu Real Madrid-Liverpool, il me semble que c'est aussi dans cette rencontre qu'une pluie phénoménale s'était abattue sur la pelouse du Real Madrid. Ça a encore été le cas hier, et ça a eu des conséquences sur le rythme de la partie. Mais alors si on sort de ce match sans être trop surpris du résultat, de la physionomie globale de la tendance, je pense qu'il y a d'autres éléments qui sont pas nécessairement ceux qu'on attendait. Je pense que sur le rapport de force, personnellement, j'imaginais pas un Chelsea avec une domination territoriale aussi marquée, surtout sur plusieurs séquences qui ont duré assez longtemps, quelques-unes même au-delà de la minute. Ici par exemple, Chelsea s'installe dans le camp du Real et est suffisamment juste techniquement pour réussir à éteindre la pression du Real Madrid. Ça s'est produit aussi en seconde période, voilà, avec de longues séquences de domination. Ça a été récompensé en première par une ouverture du score très rapide, et c'est justement cette action que je voulais décortiquer en profondeur qui, de mon point de vue, exprime vraiment, est assez synthétique, permet d'exprimer plusieurs éléments de cette partie et peut-être revenir sur le choix de système du Real Madrid. Donc ce premier but, beaucoup de choses à dire. Ça commence par une passe de Thiago Silva qui bat la pression et qui trouve Kanté dans une poche d'espace au milieu. Là on passe de 11 joueurs madrilènes devant le ballon à 7 seulement devant le ballon. Généralement quand tu élimines 4 joueurs par une passe, c'est un bon signe. Le contrôle de Kanté est très bon aussi, suffisamment long et orienté pour que l'action garde quasiment toute sa vélocité. Il y a très peu de pertes, de déperdition de vitesse, mais contrôle suffisamment court aussi pour que Marcelo ne puisse pas jaillir. Kanté fait ensuite le bon choix en temporisant, peut-être qu'il peut aller battre Casemiro ici avec une conduite de l'extérieur, mais c'est sans doute pas très réaliste non plus d'aller s'empaler seul dans une zone sans coéquipier à 50 mètres du but adverse. Donc voilà, temporisation et ralentissement de l'offensive, fin de la transition. Mais qu'est-ce qui a changé ? Le pressing est battu et le Real Madrid passe d'un bloc haut assez actif à un bloc médian très passif. Donc Chelsea en profite ensuite pour faire circuler, cherche une ouverture. Ça arrive sur Rudiger, et là, bonne incursion de Mason Mount dans le dos de Modric, qui déclenche un peu la panique. Modric, visiblement, préfère rester au contact de Jorginho et donc demande à quelqu'un de couvrir Mount dans son dos. Ça peut pas être Casemiro qui lui cadre Rudiger, qui est d'ailleurs le milieu le plus avancé de l'entrejeu madrilène. C'est quelque chose qu'on a vu à de nombreuses reprises, et qui peut interroger sur les trois. C'est pas nécessairement celui qu'on imagine toujours être le plus avancé. Alors après, c'est vrai qu'il a des qualités au pressing, qui le rendent viable, et c'est pas nécessairement la première fois qu'on le voit dans cette zone, c'est quelque chose qui se produit à plusieurs reprises, mais ici, on aurait peut-être souhaité le voir un petit peu plus bas. Ça peut pas être Kroos qui couvre Mason Mount, il est trop loin, et d'ailleurs il me semble exprimer son incompréhension de la situation avec ses mouvements de bras.
Il dit en gros pourquoi est-ce qu'il y a autant d'espace autour de moi, et j'imagine que son interrogation est en partie à destination de Casemiro. Toujours est-il que c'est Militao qui décide de sortir sur Mount, peut-être un choix un peu curieux, et son mouvement en tout cas comme un élastique va déclencher celui de Christian Pulisic un cran plus bas. Alors Rudiger le voit, le serre, bon contrôle, et on voit là déjà un problème, c'est devenu en une passe longue d'un central qui était pourtant cadré, c'est devenu du 2 contre 2. Et Militao est très très loin de sa zone, entre guillemets, sa zone sur le papier, mais ça va devenir encore pire parce que je pense qu'il est même pas le central le plus fautif sur cette action. Il y a ensuite une incompréhension totale entre Varane et Nacho. Alors Varane ralentit sa course, je pense en fait qu'il compte sur la pression frontale de Nacho pour arriver par derrière. Varane arrivera ensuite par derrière et il coincera Pulisic en 2 contre 1 tout en bloquant la ligne de passe éventuelle vers Werner. Mais pour moi, sa foulée est trop lente, et ensuite il y a ce regard aussi qui est trop long vers Militao, ce regard un peu interrogateur vers Militao. Il est trop long, il empêche Varane de voir ce qui se passe devant lui, ce qui est le plus important. Il empêche de voir que Nacho prend la mauvaise décision. En allant couvrir la ligne de but, il recule beaucoup trop, Varane s'en aperçoit trop tard, et il est furieux parce que la conséquence, c'est un Pulisic qui n'en croit pas ses yeux d'avoir été laissé aussi seul en pleine surface. Le 2 contre 2 s'est donc matérialisé, on a Militao comme Marcelo, comme Carvajal d'ailleurs, qui sont très très loin, trop loin. Timo Werner via sa course fixe Varane, et puis après on connaît la suite. Pulisic conserve son sang-froid, élimine Courtois, puis finit entre Varane et Nacho. Alors pourquoi est-ce que j'insiste autant sur cette action ? Déjà je pense qu'il y a beaucoup de choses à y lire, mais principalement la non-maîtrise du Real Madrid de ce système à 3 défenseurs, que ce soit dans la zone de l'entrejeu, où on ne sait pas trop qui doit faire les compensations, qui doit sortir sur Mason Mount. Il y a beaucoup de temps perdu à ce moment-là, qui profite ensuite à Christian Pulisic, et ensuite l'incompréhension la plus flagrante, la plus importante, au cœur de la surface de réparation, entre Varane et Nacho. L'incompréhension aussi du positionnement d'Eder Militao. Je pense que sur cette défense à 3, à 5, que ce soit dans ces deux zones, il y a une non-maîtrise du Real Madrid, et là où ça interroge, c'est que c'est pas nécessairement le système auquel on s'attendait sur cette rencontre. Alors on l'avait vu contre l'Atalanta, on avait vu une défense à 3 contre l'Atalanta, et on l'a vu à quelques reprises aussi cette saison en Liga, ça s'était généralement plutôt bien passé, ça s'était très bien passé contre l'Atalanta. Pour autant, c'est pas nécessairement le choix qu'on attendait ici, parce que ça n'avait pas été le choix qui était fait contre Liverpool. Peut-être que pour Zidane, l'idée, c'était d'être sur un système plutôt en individuel pour bloquer ce Chelsea. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à autant de qualité technique, par exemple cette passe de Thiago Silva qui bat la pression pour trouver Kanté. Peut-être que Zidane ne s'y attendait pas, en tout cas ce choix n'a pas été couronné de succès, on s'y attendait pas, et on s'attendait pas à un Real Madrid aussi peu en maîtrise sur la phase sans ballon. Peut-être que sur les dernières rencontres, le Real avait contrôlé l'entrejeu avec ballon, mais avait aussi montré à quel point ils étaient capables de résister et de limiter le nombre de ballons joués dans son dos, dans des zones où le Real a laissé beaucoup d'espace hier. Il y a un nombre incalculable de situations où Chelsea réussit à se projeter en battant la ligne du milieu de terrain, en battant cette ligne de 5 répartie sur la largeur. Chelsea se retrouvait très souvent dans des situations en égalité numérique, avec ensuite beaucoup d'espace à aller attaquer. Voilà, ce changement de système, ce système à 3 et toutes les conséquences que ça a eu, pour moi c'était l'élément inattendu majeur de cette rencontre, c'est celui qui a introduit beaucoup de surprises, et il y a eu des conséquences assez fortes, bien illustrées par ce premier but. Donc maintenant ça pose forcément la question de la suite, est-ce qu'au match retour on verra le même système ? Si oui, est-ce qu'il sera mieux maîtrisé ? Il faut le souhaiter pour le Real Madrid en tout cas, mais ça pose déjà une problématique tactique super intéressante avant ce match retour la semaine prochaine. Le deuxième point que je voulais évoquer pour la suite, c'est, on a vu dans ce match, on va dire une bonne maîtrise de Chelsea, un bon contrôle de la partie grâce à la domination de ce rapport de force tactique là, mais je pense qu'un autre très bon point à évoquer, c'est la capacité de réaction de ce Chelsea aussi à l'heure de jeu vers la 65e minute. On avait vu un Real Madrid reprendre le contrôle de la partie sur ce début de seconde mi-temps, et là triple changement de Thomas Tuchel qui peut faire rentrer en un changement qui peut faire entrer Kai Havertz, Hakim Ziyech et Reece James. Avec ces 3 entrées, le tempo de la partie change de manière assez forte. D'un coup, les séquences de domination territoriale de Chelsea reprennent, alors qu'on les avait un petit peu perdues de vue sur le début de la seconde période, et ça montre pour moi à quel point ce Chelsea a de la ressource, a de la réserve. Quand tu es capable de sortir ces 3 munitions-là à l'heure de jeu et d'inverser totalement le rapport de force d'une partie, pour moi ça montre à quel point Chelsea doit être considéré comme un prétendant sérieux. Certes, il y a peut-être un petit peu moins de maîtrise collective que Manchester City, certes, il y a peut-être un petit peu moins de qualité individuelle pure et on va dire de qualité de finition, d'efficacité dans les deux surfaces que le Paris Saint-Germain, mais sur la taille de l'effectif, sur la profondeur de l'effectif et sur la capacité à réimprimer du contrôle sur le match avec ce triple changement, moi ça m'a vraiment marqué. On a vraiment vu
vu un avant et un après ce triple changement sur cette seconde période. Pour moi, ça prouve à quel point Chelsea doit être considéré de manière assez forte, doit être dans notre haute estime, surtout quand on voit que pour les bookmakers, c'était régulièrement considéré comme le 4e favori, le dernier favori, la dernière équipe qui pouvait remporter la Ligue des Champions sur les 4 restantes, la moins probable. Hier soir, Chelsea a montré qu'il ne fallait pas le sous-estimer. Alors maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Bon, c'est plutôt un bon avantage acquis pour le match retour, il y a ce but marqué à l'extérieur. Chelsea est dans une position de relative force, mais pas trop non plus. On sait que ce Real Madrid est capable de tout, ce Real qui est invaincu depuis fin janvier, début février, je crois que c'est le 30 janvier, leur dernière défaite, toute compétition confondue. Donc évidemment, tout reste encore à jouer et ça présage un match retour assez fascinant qu'on débriefera bien sûr en vidéo. Alors pour les tops, du coup de manière assez rapide, N'Golo Kanté qui a été vraiment omniprésent, très efficace en transition, mais aussi un bon nombre de ballons grattés. Ses stats de ce point de vue sont phénoménales, mais surtout je pense, et c'est assez intéressant de revenir là-dessus, parce qu'au-delà des statistiques, il y a aussi la capacité à réagir en cours de rencontre. Moi j'ai trouvé le tout début de match d'N'Golo Kanté, les toutes premières minutes, plutôt raté. Je me souviens qu'il y a cette passes, ce contre-pressing, le trigger press du Real Madrid sur une zone très très basse pour Chelsea. Il y a cette passe ratée d'N'Golo Kanté qui aurait pu coûter très très cher. Il y a ensuite une transmission mal ajustée en transition, un manque de qualité technique sur une de ces transitions. Voilà, ça c'est sûr, il me semble, les toutes premières minutes de la partie, peut-être les 10-15, peut-être même avant le 1-0, en tout cas surtout la passe ratée dans sa propre surface, et ça aurait pu peut-être enfoncer un joueur un peu moins confiant en ses qualités. Là on a vu tout l'inverse et on a vu Kanté grimper progressivement en volume au cours de la partie, devenir de plus en plus influent. Voilà, il fait un très très gros match et il mérite sans aucun doute cette place de top 1. Ensuite Karim Benzema, parce qu'il a été le danger principal du Real Madrid, parce que son but et son enchaînement extraordinaire permet au Real Madrid de continuer à y croire. Bon, ils y croiraient même à 0-1, mais en tout cas ça les a remis dans la partie. Et enfin Christian Pulisic, simplement parce que dans une partie où on a eu peu d'individualité vraiment en surperformance, bon, son but est bien mené, il conserve sa lucidité pour battre Courtois, et donc voilà pour mon top 3. Et ensuite sur les flops, je mettrai d'abord Timo Werner, un énorme raté, bien sorti aussi par Thibaut Courtois, faut le souligner, mais un énorme raté tout de même dans cette position. Un numéro 9 doit finir. Des approximations techniques, des choix dans la surface à la conclusion de certaines transitions pas toujours judicieux. Je pense que son niveau de confiance est au minimum, je pense qu'on voit vraiment la pire version de Timo Werner et que peut-être que les leçons qu'on doit en tirer sont relativement limitées. Peut-être qu'il doit sortir du 11, surtout quand on voit les globalement bonnes entrées, j'ai trouvé hier, de Kai Havertz et d'Hakim Ziyech. En tout cas pas une partie couronnée de succès pour lui, comme pour Marcelo, qui a été vraiment largué, manque de volume, manque d'à peu près tout sur son flanc gauche, et Nacho qui est pour moi le principal responsable. Je pense que la responsabilité est un peu partagée entre les trois, mais s'il fallait en sortir un, je pense qu'il est le principal responsable du premier but encaissé par le Real, et du coup forcément sa prestation coûte cher aussi. Alors voilà pour cette vidéo, voilà pour cette analyse un peu express, articulée principalement autour d'un point, mais parfois je trouve intéressant d'utiliser une action spécifiquement pour éclairer un petit peu le rapport de force qu'on a observé. Surtout c'est l'opportunité d'être un petit peu plus technique, de vraiment tout décortiquer. On le fait parfois dans des analyses de joueurs, et ça me manque, j'ai envie d'en refaire d'ailleurs. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez pas rater les prochaines analyses, dont demain bien sûr celle de Paris Saint-Germain Manchester City, si vous voulez pas rater ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et deux choses à dire, deux messages sponsors avant qu'on se quitte. Si ce maillot vous a plu, le maillot des Mariannes du Nord, qui est un peu une référence à ce Valdebebas très pluvieux, très liquide, Valdebebas Atlantide, si ce maillot vous plaît, je vous mettrai le lien du site que j'utilise en description. Et puis enfin, si vous pensez que mon intuition sur le match de ce soir sera plus couronnée de réussite que celui d'hier soir, si vous pensez que le PSG va effectivement l'emporter contre Man City, la cote a augmenté, c'était 3,10 à l'heure où je faisais la preview, c'est 3,35 maintenant. Donc voilà, si ça vous intéresse, comme vous le savez, vous avez 100 € offerts, jusqu'à 100 € offerts sur BetClick avec le code promo Willou qui m'octroie une belle commission à chaque utilisation. Ça m'aide beaucoup, n'hésitez pas. Et voilà en gros pour aujourd'hui. J'espère que tout ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour la prochaine. D'ici là, comme d'habitude, passez une très bonne journée. Et donc on se dit à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous.